Reste cool. Sac à merde. Monsieur, c'est une question, je dois savoir... Oui. Sac à merde, c'est une insulte? Je sais pas, je pose la question comme ça, c'est une insulte sac à merde. Salut à tous et bienvenue sur l'Écran Fou, et aujourd'hui on va parler d'un de ces petits bijoux de ce début d'année, à savoir Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Alors avant ça, sachez que j'ai décidé de proposer à vous, cher public, un petit jeu, histoire de rendre l'expérience sur l'Écran Fou un peu participative. Donc comme vous avez pu le constater, les génériques de début et de fin incluent des répliques de films qui changent d'une vidéo à l'autre. Le but est donc de reconnaître les films dont elles sont issues, et donc je donnerai les réponses à la vidéo suivante en description. Voilà, on va pouvoir revenir à Nightmare Alley. Alors, c'est quand même plutôt pas mal, parce que je démarre ma chaîne avec un début d'année plutôt généreux qualitativement parlant, ce qui contrebalance un petit peu avec ce qu'on s'est tapé en décembre, si on fait abstraction de trois exceptions, comme West Side Story ou Don't Look Up. Donc faut savoir que déjà de base, Guillermo del Toro c'est un de mes réalisateurs préférés, j'ai vu l'intégralité de sa filmographie, je suis absolument fan de tout, si ce n'est que j'ai quand même quelques réserves sur Pacific Rim, mais c'est vraiment un virtuose de la caméra avec une identité propre, et j'irais même au-delà, c'est un mec qui possède carrément un univers qui emprunte à la fois au fantastique, à l'horreur, au conte et légendes, au gothique, toutes ces bribes qui ont façonné sa passion pour le cinéma dès son plus jeune âge. Et lui, oui, on peut vraiment le dire sans se mordre la joue, c'est un mec qui a un amour incommensurable pour le cinéma, et tous ses films transpirent clairement de cette affection. Mais bon, forcément, je suis pas le mec le plus objectif, étant donné que Guillermo del Toro, c'est le mec qui a adapté avec brio l'une de mes BD préférées, à savoir Hellboy. Il a une réelle passion pour les mythologies, comme moi, et en particulier Lovecraftienne, comme moi là aussi, donc forcément c'est difficile d'être impartial sur un de ses films. Pourtant, quand j'ai vu la bande-annonce de Nightmare Alley, je m'interrogeais quand même sur le but d'un tel film pour un réalisateur dont les aspirations tournent quasiment toujours autour du fantastique et des monstres. Vu qu'ici, il n'en est pas question, quoi. Mais... enfin, on va en parler. Alors, Nightmare Alley, ça se passe dans les années 40, où Stanton Carlyle, un homme qui cherche sa voie, finit par être engagé dans un petit cirque itinérant, où il va rapidement attirer l'attention sur lui de par ses talents et sa sociabilité. Un couple de mentalistes va notamment le prendre sous son aile, et donc Carlyle va découvrir les ficelles de ce domaine mystérieux, qu'il va exploiter grâce à ses talents naturels, mais en vue d'arnaquer les gens. Très vite, il va se nourrir d'ambitions qui vont le mener vers les portes de la gloire et du succès, mais aussi à celles des risques que cette discipline peut provoquer. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais de l'histoire, pour ne pas spoiler et vous garder un max de surprises, car oui, ce sera une critique sans spoiler. Alors il faut savoir que Nightmare Alley, c'est un remake d'un film qui s'appelle Le Charlatan, en titre français, de 1947, ou plutôt une relecture, puisque la version de Guillermo del Toro, d'une durée de 2h30, générique compris, enrichit ici l'histoire sur pas mal d'aspects, au point que finalement il n'y a plus que la trame de base qui est la même. Néanmoins, si vous voulez voir à quoi ressemblait un film ambitieux il y a 75 ans, jetez un œil sur ce magnifique film noir qui est Le Charlatan, qui est donc réalisé par Edmund Goulding. C'est vraiment un métrage plein d'audace, surtout pour l'époque, et avec un sens du spectaculaire qui était particulièrement très prononcé de par son thème autour de l'extra-lucidité. Et donc, oui, ce remake de Guillermo del Toro, eh bien, il peut vite dérouter, puisque comme je le disais, formellement parlant, il n'y a pas de monstre ni de fantastique, ou tout autre genre qui forme originellement le ciment de sa filmographie, et dont on est habitué depuis le début, hein. Et pourtant, et c'est là que tu vois le génie d'un tel metteur en scène, c'est que le fantastique, il existe dans ce film, indirectement. Les monstres, ils existent dans ce film, même si tu les vois pas. Parce que oui, finalement, il est plus question du monstre qui tapit en chaque être humain, et il en joue à mort sur ce point. Et d'ailleurs, dès les premières secondes du film, tu le comprends direct. C'est-à-dire que bon, il définit son héros comme étant Stanton Carlyle, qui est joué avec brio par Bradley Cooper, donc un acteur qui de base a une gueule qu'on apprécie, et tu as vraiment envie de le voir réussir dans ses débuts, parce qu'il a ce capital sympathie qui lui colle parfaitement au teint, alors que au tout premier plan du film, tu l'as vu entrer dans le cadre entraînant un corps humain auquel il allait ensuite foutre le feu. Donc voilà, c'est là toute la confusion. Et Guillermo del Toro, durant tout le film, il aime jouer à détruire les règles, les codes du manichéisme, pour que toi, en tant que spectateur, tu ne te reposes jamais sur tes suppositions et tes acquis, notamment autour du personnage de Bradley Cooper. Et la monstruosité, effectivement, dans ce film, elle est omniprésente, que ce soit dans l'âme ou la personnalité des protagonistes, et pas uniquement du héros, hein. Il y a d'autres personnages qui
qu'on pourrait caractériser d'un peu monstrueux intérieurement. Mais dans les décors aussi de la foire ambulante, avec tous ces bocaux remplis de créatures étranges et mortes, qui rappellent un peu les étagères du PPRD dans Hellboy. Mais vraiment, pour en revenir aux personnages, tous ou presque, tous ceux du moins qui jouent un rôle dans l'intrigue principale du film, ont leurs petits secrets, ce qui rend justement l'histoire complexe et imprévisible. Mais ça, on en parlera un peu plus sur la fin. D'ailleurs, cette histoire revisitée qu'il a lui-même coécrite, comme je le disais, c'est quand même 40 minutes de plus que le film de 1947, qui était déjà d'une longueur particulièrement importante pour l'époque, faut le rappeler, hein, c'était quand même en 1947, donc c'était au tout début. Hein. Mais il n'y a pas de gras qui dépasse dans le film de Del Toro. Tout a son importance pour que l'intrigue soit complète, notamment pour tout ce qui peut tirer sur la corde de la dramaturgie, et puis l'immersion dans ce film, elle est totale. Parce que Guillermo del Toro, il est comme ça, c'est un perfectionniste à l'extrême, un peu esthète pictural sur les bords, et franchement, ça se voit, parce que tu les vis les années 40 dans le film, tu vis parmi les gens du cirque, et les freaks, qui sont d'ailleurs aussi chers au cœur de del Toro, tu ressens l'impact scénographique des spectacles de Stanton Carlyle, et ce, même si tu sais d'avance que c'est un charlatan. Mais vraiment, c'est d'une puissance, ça transpire l'amour pour le cinéma de genre à chaque seconde dans ce film. Et on avait beau dire que La Forme de l'eau était son film le plus personnel, ce qui à mon sens était déjà archi faux à l'époque de sa sortie et de son sacre, mais en vrai, c'est ce film-là qui l'est. C'est une véritable lettre d'amour pour le cinéma qu'il livre ici avec Nightmare Alley. Et plus encore, je crois qu'il y fait un peu indirectement la rétrospective de sa vie. Que ce soit ses difficultés à faire reconnaître son talent et son audace par des studios qui n'ont pas l'ambition d'un tel cinéaste. Faut quand même pas oublier que Guillermo del Toro, c'est un mec qui a mis 2 fois en hypothèque sa baraque pour pouvoir aider au financement de 2 de ses films. Pour poursuivre aussi dans le bilan de carrière, il y a aussi ce gros discours sur l'ascension qui peut mener à la chute, qui fait écho à la consécration justement de Guillermo del Toro avec La Forme de l'eau, notamment aux Oscars. Il y a cette intelligence d'esprit de se remettre en question lui-même à travers le héros. Il y a aussi un sous-texte autour de sa vie de famille, et même, pour les connaisseurs, quelques petits goodies éparpillés ça et là. Comme par exemple, et moi c'est le premier truc qui m'a frappé, dans un manège du cirque, il y a une sorte de palais de l'horreur, la caméra nous fait entrer dans une des petites pièces de ce palais justement, donc une petite pièce très sombre aux murs difformes recouverts d'yeux monstrueux par centaines, qui font un peu référence au Shoggoth. Enfin c'est pas un peu, c'est même complètement référence. Donc pour la petite histoire, le Shoggoth c'est une créature monstrueuse d'un des romans les plus connus de Howard Philip Lovecraft, à savoir Les Montagnes Hallucinées. Et donc pour la petite anecdote justement, on ressent limite par cette image un appel du pied fait par Guillermo del Toro au producteur hollywoodien, vu que ça fait des années et des années qu'il veut le mettre en scène, mais qu'il s'est plusieurs fois confronté au refus des studios, car projet considéré comme trop ambitieux et cher à la fois, donc forcément une énorme prise de risque qu'aujourd'hui les producteurs hollywoodiens ne cherchent même plus à envisager sous quelque forme que ce soit. Mais pour en revenir à l'immersion, elle ne peut pas être totale sans les artifices qui font le charme et l'atmosphère de cette époque charnière pour l'art du spectacle. Et là, c'est juste du caviar. Déjà, la production design, elle a fait un boulot incroyable. La reconstitution via des décors renversants, les costumes sont magnifiques. Et Del Toro, en plus, filme ça avec un angle de vue qui s'inspire directement de la manière de filmer de l'époque. Ajoutez à cela la photographie qui est d'une beauté sidérante. Bon, en même temps, elle est signée par Dan Lautzen. Donc c'est un mec qui, outre le fait d'avoir bossé avec Del Toro depuis pas mal de temps, est vraiment un spécialiste en matière de photo pour des films qui traitent d'époques passées, ou encore pour créer des atmosphères sombres ou impactantes. Et tu le sens quoi, tu le sens véritablement, ne serait-ce que lorsque les mecs démontent en pleine nuit le cirque pour le délocaliser dans un autre patelin, tu ressens, toi, en tant que spectateur, cette humidité et le poids de la nuit. C'est absolument bluffant. Pareil, la musique, elle apporte une vraie ambiance. Et c'est marrant parce que, bon, elle n'est pas mémorable, il n'y a pas de thème principal qui s'en dégage, mais tu sais qu'elle a eu un rôle dans l'homogénéité de l'atmosphère du film. Alors, elle est signée Nathan Johnson, qui a bossé quasi exclusivement avec Ryan Johnson, donc sur presque tous ses films. En même temps, c'est son cousin. Et bizarrement, c'est finalement avec Del Toro qu'il signe son meilleur taf. Donc, peut-être faudrait-il qu'il coupe les liens familiaux pour prendre son envol, le petit oiseau, pour avoir de bonnes surprises, quoi. Bon, le casting, il est juste dingue, c'est-à-dire que bon, Del Toro, il a toujours su appâter de bons acteurs, il a un certain fétichisme, notamment avec Ron Perlman, qui se retrouve dans presque tous ses films, Nightmare Alley compris,
Mais là, c'est vraiment une distribution 5 étoiles, quoi. C'est la première fois qu'on voit ça chez lui. Et le mec, c'est les diriger, quoi. C'est un vrai directeur d'acteurs. C'est-à-dire que même Rooney Mara, que j'aime pas, moi, de base, eh ben, Del Toro, il a réussi à me la rendre attachante. Donc c'est quand même une prouesse. Bon, sinon, bah forcément, ça se complète avec Willem Dafoe. Il est juste exceptionnel en tant que gérant du cirque, avec son éternel gun incernable. Là, c'est vrai qu'elle laisse souvent dubitatif sur la nature de la personnalité des protagonistes qu'il a l'habitude de jouer. Et là, c'est justement à l'image de son personnage. Vraiment, le mec incernable, quoi. Le duo Toni Collette, David Strathairn, il est absolument fabuleux aussi, surtout pour David Strathairn, qu'on nous a trop souvent habitués, enfin, à mon sens, à voir dans des rôles de cravateux ou de mecs un peu directifs. Ici, il est super attachant dans ce rôle de père de substitution du héros, avec toute sa bienveillance dont il fait preuve, malgré ses faiblesses. C'est un vrai rafraîchissement, sa prestation. Et puis, Cate Blanchett. Mais putain, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est incroyable, quoi. C'est indéniablement une des plus grandes actrices de notre époque. Mais là, c'est vraiment une femme des années 40, quoi. Et elle est tellement douée pour jouer les femmes puissantes, déjà de base. Là, c'est une pure aubaine pour l'intrigue, vu qu'elle repose en bonne partie autour de la relation de son personnage de psychologue, et donc cette relation qu'elle entretient avec Stanton Carlyle. Et c'est elle, la clé de toute cette ambiguïté relationnelle, où tu sais jamais si c'est du partenariat ou de la dualité entre eux. D'ailleurs, je finirai sur cet aspect justement de ne pas savoir. Parce que oui, je parle de ça là, cette hésitation relationnelle, du doute sur les intentions des personnages. Tout à l'heure, j'évoquais aussi le fait que Del Toro jouait avec la nature du héros pour mettre à mal nos convictions manichéennes, donc ce qui se rejoint finalement un petit peu, mais tout le film, en fin de compte, est monté comme ça. C'est une sorte de montagne russe ambulante, où à chaque instant, tu te dis « Ah, là, ça sent le climax de fin ». Et effectivement, c'est un moment capital pour l'intrigue, qui est sur le point de se produire, mais ça reste qu'un looping, et tu sais pas ce qui t'attend derrière, mais tu sais que c'est pas la fin du voyage. Et puis 10 minutes plus tard, rebelote, et ainsi de suite. Bon, jusqu'à ce qu'à un moment, forcément, t'arrives à la fin du film. Et donc arrive ce dénouement qui est peut-être le point faible de Nightmare Alley, non pas qu'il soit mauvais, ce dénouement, mais parce que tu le sens venir un peu. Et forcément, l'impact s'en sent amoindri. Mais c'est pas le but de cette scène finalement. Non, son véritable but, c'est de nous mener au plan final, qui là, te met littéralement KO. Pas parce que tu ne t'y attends pas en tant que spectateur, tu peux t'y attendre. Au contraire, justement, c'est presque téléphoné, mais plus pour l'interprétation du moment que va nous livrer Bradley Cooper, et la révélation qu'a son personnage en cet instant qui, psychologiquement, peut pas te laisser de marbre. Bref, vous l'aurez compris, Nightmare Alley, c'est un véritable film de cinéma qui propose une plongée mais abyssale dans les années 40, tout simplement bluffante, mais surtout une incursion aux confins de l'âme humaine et du monstre que chacun héberge en lui. La durée, effectivement, est assez conséquente, le rythme et la richesse, néanmoins, ne vous offriront guère le temps de regarder votre montre, je vous le garantis. Pour moi, Del Toro livre littéralement son ode au cinéma avec ce film, ce qui est d'autant plus navrant qu'il n'a pas rencontré le succès, notamment aux États-Unis, puisqu'il a été distribué là-bas au mois de décembre, donc forcément c'était pas la bonne aubaine vu ce qui allait arriver ensuite. Et en sachant que Del Toro, il a su avec le temps obtenir la reconnaissance qu'il méritait depuis déjà belle lurette, mais hélas, pas le crédit qui va avec. Quoi qu'il en soit, je peux que vous encourager à aller le voir, et également découvrir la version initiale de 1947 si vous en avez l'opportunité. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Par ailleurs, pour rester dans le thème du film, je sens que le monstre qui sommeille en vous veut s'abonner à la chaîne, alors faites-lui plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye! On va faire des compliments et une java du tonnerre. Ne la touche pas, sale pute!